Tout le monde se demande, la guerre avec l'Iran est-elle terminée? Et si oui, a-t-elle été un succès? Nous allons analyser cette question en détail. Rejoignez-moi pour une discussion fascinante avec le lieutenant-colonel Jonathan Conricos, qui est chercheur principal au FDD et ancien porte-parole de Tsahal. C'est la question que tout le monde se pose et nous allons l'analyser aujourd'hui dans True East. Jonathan, ravi de te revoir. Shalom Don, ravi d'être ici. Il y a seulement quelques heures, le président Trump a déclaré que de grands progrès avaient été réalisés vers un accord complet et final avec l'Iran visant à mettre fin à ce conflit. Alors, je voudrais vous poser une question. Je pense que tout le monde se la pose. Est-ce que c'est terminé? La réponse courte serait non. Je ne pense pas parce que je crois qu'il y a une profonde incompréhension de la part de nos alliés américains concernant la mentalité. De ce que signifie la résistance chiite, de ce qu'est réellement le régime iranien et de ce qu'il faudrait vraiment pour les mettre à genoux et même si cela est réellement possible. Et je pense que les Américains ont fait beaucoup de choses correctement. Je pense que l'administration Trump a été très claire en disant aux Iraniens, en disant à toute la région que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Et le président a été très cohérent à ce sujet. Les États-Unis ont pris des mesures économiques et militaires très efficaces contre le régime iranien et cela leur fait vraiment mal. Mais il reste encore, de mon point de vue, un très long chemin à parcourir entre la souffrance et la pression que les Américains exercent sur l'Iran. Il reste encore un long chemin entre un blocus économique efficace et une résolution définitive de la situation. Et pour amener effectivement les Iraniens à, comme l'a dit le président Trump, vous savez, demander grâce ou en fait dire « nous nous rendons et nous engageons à respecter les conditions fixées par le président Trump ». C'est ce qu'ils vont devoir faire, ce qui signifie aucune activité d'enrichissement en Iran et renoncer effectivement pour toujours à leur programme d'armes nucléaires. Pour amener le régime iranien à une telle situation, je pense qu'il faut faire bien plus mal au régime, disposer de davantage de leviers et resserrer encore l'étau parce que le régime iranien a, je dirais, un seuil plus élevé, une tolérance plus grande à la souffrance, principalement parce qu'il se soucie peu du pays, des civils et des conséquences à long terme. Et aussi parce que dans la culture chiite, la défaite et la victoire ne signifient pas la même chose que pour vous, moi, les Américains, les Israéliens et les Occidentaux. Comment ça? Pour eux, dans leur contexte historique, en tant que chiites, face aux autres branches de l'islam, mais aussi face aux autres religions. Une défaite militaire évidente, peut en réalité être perçue comme un revers temporaire ou même comme une victoire. Si vous examinez l'histoire chiite, notamment celle d'Iran, vous constaterez que de nombreux événements montrent que les chiites ont souvent perdu sur le champ de bataille. Mais ils la revendiquent comme une victoire. Et ils ont inventé des récits de victoire qui se sont ensuite gravés dans leur psyché et dans leur ethos général comme un événement fondateur dans leur conception de la victoire, même si on l'analyse d'un point de vue militaire et logique, c'était en réalité une défaite. Et je pense que c'est une information importante. Beaucoup d'éloges pour l'action américaine jusqu'à présent. Je pense que nous sommes bénis de vivre à une époque pareille, de voir un président américain faire ce que beaucoup de ses prédécesseurs, tous ses prédécesseurs, n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire faire preuve de leadership, la capacité de maintenir la pression et de faire ce qu'il faut pour prévenir une menace future contre les États-Unis, la région et bien sûr contre Israël. Mais ce que nous voyons, je pense, c'est encore une certaine incompréhension de ce qu'est vraiment l'autre camp, de ce qui les motive et de ce qu'il faut faire pour réellement les amener à signer l'accord nécessaire. Beaucoup de gens vont dire que cela n'a aucun sens, que le président Trump, il y a encore quelques jours à peine, a dit qu'il n'y aurait pas d'accord s'il y avait de l'uranium enrichi en Iran. Et comme nous le savons, il y a toujours de l'uranium enrichi en Iran et une partie du programme nucléaire. Cela existe toujours. Donc ils vont dire que la raison pour laquelle il fait cela, c'est à cause des élections de mi-mandat ou parce que, comme quelqu'un me l'a dit aujourd'hui, il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Existe-t-il une autre stratégie ici? Quel est son plan actuel en dehors du repli? Je pense que ce que fait le président Trump, c'est gagner du temps de manière très efficace
que ce soit sur le plan intérieur, sur le plan des marchés, des prix du pétrole ou de la pression internationale. Il gagne effectivement du temps, se donnant ainsi plus de marge pour que les sanctions économiques et la pression militaire pèsent davantage sur le régime iranien. Je pense que c'est vraiment ça l'essentiel. Faire passer le message qu'il y a des progrès, montrer que les Iraniens sont effectivement en négociation directe, vous voyez, ils s'adoucissent et sont prêts à conclure un accord. Mais ensuite, les Iraniens, publiquement sur Twitter, ils jouent les durs, beaucoup de postures macho, beaucoup de discours musclés, beaucoup de fanfaronnades. Mais on voit que leurs actions ne correspondent pas vraiment à leurs déclarations, qu'elles sont bien en dessous de ce qu'ils disent être capables de faire. Ils ont fait bien moins. Donc, ce que je pense que le président fait, c'est exercer une pression sur tous les fronts en utilisant l'armée et l'économie, les sanctions économiques, et l'opération Liberté qui est en cours actuellement. C'est de la pression. Ne pas permettre l'accès aux ports iraniens, c'est de la pression. Et le fait que les Iraniens sachent que s'ils aggravent la situation, ils vont prendre une sacrée raclée s'ils aggravent la situation. Et s'ils attaquent des navires américains, s'ils font quelque chose de plus significatif que simplement attaquer les Émirats arabes unis, comme ils ont déjà démontré qu'ils en sont capables. Mais ils sont dans une situation assez délicate ici. Et je pense que ce que le président fait, c'est qu'il veut gagner du temps pour que les mesures prises contre le régime aient plus d'effet et qu'ils viennent réellement conclure un accord. Et oui, vous savez, nous avons déjà été dans cette situation. Toi et moi, nous avons parlé du JCPOA il y a de nombreuses années. Nous comprenons tous les deux, je pense, à quel point cet accord était imparfait. Pourquoi était-il imparfait? Pour de très nombreuses raisons. Mais la principale raison était qu'il offrait au régime iranien une voie légale vers la bombe. Cela leur a donné accès à de l'argent, à la levée des sanctions, cela leur a donné accès à la technologie, cela leur a donné le temps dont ils auraient besoin pour fabriquer ou acheter des dizaines de milliers de missiles balistiques. Ils auraient eu le temps d'associer les missiles aux ogives nucléaires. Et cela leur aurait donné la capacité de, finalement, s'affranchir légalement des restrictions de l'accord et de disposer de matières enrichies à un niveau suffisamment élevé qu'ils pourraient ensuite militariser et transformer en bombes nucléaires à la fin de l'accord. Et personne n'aurait pu prétendre que les Iraniens n'étaient pas dans leur droit légal de le faire. C'était le JCPOA. Voilà pourquoi il était si imparfait. C'est pourquoi tant d'Israéliens et d'Américains ont dit que ce n'était pas un bon accord. C'était pareil pour les Saoudiens d'autres pays et les Émirats arabes unis ont amené Trump. Je pense que quand Netanyahou est allé au Congrès et l'a déclaré devant le monde, cela a scellé sa relation avec Trump jusqu'à aujourd'hui. Je pense que Trump a vu cela et s'est dit « Regarde, il y a une seule personne dans le monde entier qui se tient devant toute l'Amérique, sous un pouvoir qui n'est pas particulièrement favorable à Israël et qui défend cela. » Et après que cela ne se soit pas produit, je pense que Trump, en quelque sorte, je pense que ça l'a vraiment poussé à agir. Oui, je pense que nous devons regarder le président Trump et lui reconnaître le mérite d'avoir été très cohérent sur la question iranienne. Le président Trump a été très clair et il l'a dit de façon constante tout au long. D'abord, pendant son premier mandat en tant que président, pendant sa campagne et lorsqu'il a pris le pouvoir, il a été extrêmement clair. Et c'est seulement, vous savez, regrettable que le régime iranien, le CGRI, ait commis l'erreur de penser que ce président est comme les autres, qui ne font que des déclarations de principe disant « Oh oui, l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires ». Et cela a été dit par tant de présidents auparavant, pourtant ils n'ont rien fait. Mais le président Trump a été très cohérent ici et très clair. Et je pense que cette situation dans laquelle nous nous trouvons aurait pu être évitée. Les Iraniens auraient pu s'épargner beaucoup de souffrances et de nombreuses vies, auraient pu être sauvés s'ils avaient seulement écouté et compris que non, ils n'allaient pas s'en sortir avec les mêmes tactiques d'intimidation et les mêmes négociations. D'ailleurs, ils sont très doués pour les négociations. Ils ont des négociateurs très compétents. Ils ont une équipe de négociateurs, je dirais, de classe mondiale, qui sont compétents, expérimentés, avisés, savent ce qu'ils font, et ils exploitent au maximum les délais qu'offre la diplomatie. Et ils l'ont fait de façon magistrale. Maintenant, ils rencontrent le président qui réagit différemment à la pression économique, politique et médiatique. Il résiste et il est capable de maintenir cette pression et il est cohérent, ce qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Donc le système iranien est un peu en désarroi.
Désarroi parce qu'ils sont confrontés à un ennemi ou un adversaire qui se comporte différemment de ce à quoi ils étaient habitués et parce qu'ils ont été mis à nu. Leur faiblesse militaire a été révélée. Leur faiblesse politique interne a été révélée. Leur corruption et leur mauvaise gestion des ressources iraniennes, de leur eau, de leur électricité, de leur pétrole, de leurs infrastructures, tout cela est exposé et visible aux yeux de tous. Mais ce qui est peut-être le plus humiliant, c'est à quel point ils ont été frappés par les États-Unis et Israël. Vous savez, cela m'amène à une question. Nous parlons des négociations. Vous avez Abbas Araghchi qui dirige leurs négociations. Et il y a une grande question. Quand le président Trump appelle l'Iran, qui décroche le téléphone? Oui. Vous savez qui est-ce? Certains disent que c'est Abbas Araghchi, d'autres disent que c'est Mujaba, le fils de Khamenei. Après le coup que nous leur avons porté, que se passe-t-il actuellement sur le terrain en Iran, disons au niveau de la direction, avant même d'en venir au peuple iranien? Et savons-nous seulement qui répond au téléphone, qui détient réellement le pouvoir? Donc, je pense que nous devrions être prudents dans nos évaluations parce qu'il est difficile de vraiment savoir ce qui se passe en Iran. Je dirais qu'il y a un brouillard de guerre assez important. Il y a une incertitude quant à savoir qui est vraiment aux commandes, qui est le premier et qui est le second. Ce n'est pas clair. Mais je dirais que la plupart de ce que nous voyons en termes de prise de décision iranienne et d'action iranienne nous donne des indications ou nous fait croire que ceux qui sont aux commandes sont la faction la plus dure et que c'est essentiellement le corps des gardiens de la révolution islamique, quelques généraux qui sont aux commandes. Ils utilisent leur propre chaîne de commandement qui est en dehors de tout le reste. Ce sont eux qui prennent les décisions sur qui cibler avec des missiles et quoi faire. Les navires de transport internationaux, les Émirats arabes unis, les installations pétrolières aux Émirats arabes unis contre les navires américains, ce sont eux qui prennent ces décisions. Un rare aperçu de ce qui semble être la confusion dans le système iranien a eu lieu lorsque Pezeshkian, le président iranien, a tweeté sa consternation face au fait que l'Iran avait frappé les Émirats arabes unis, où il a dit « Eh bien, vous savez, ce n'était pas nous et ce n'était vraiment pas ce que nous voulions faire. » Et ce n'est pas la première fois que le second ou l'homme qui serait prétendument le numéro 2 au pouvoir. Il y a le chef de l'État qu'on appelle le guide suprême, Mujtaba Amina, le fils de qui nous ne savons pas exactement quelle est son efficacité ni quel type de contrôle il exerce réellement sur les événements. Il y a des rapports que je ne peux pas corroborer, selon lesquels il serait totalement reclus, qu'il serait vraiment contrôlé par les gardiens de la Révolution, et ils utilisent simplement les fonctions, les pouvoirs de sa charge pour mettre en œuvre la politique qu'ils estiment juste. C'est une analyse assez largement partagée dans la plupart des cercles que j'ai entendus s'exprimer. Mais ensuite, vous avez Pezeshkian qui représente sans doute un autre type de politique iranienne. Peut-être plus modéré. Encore une fois, la modération est un mot étrange. Oui, c'est un mot étrange. Et je pense qu'on devrait toujours être très prudent lorsqu'on utilise le mot modéré ou n'importe quel dérivé de ce terme en parlant d'une autorité officielle en Iran. Ils font partie du régime qui massacre les Iraniens, opprime le peuple iranien, finance le terrorisme et crée de l'instabilité dans tout le Moyen-Orient. Donc, vous savez, quand Pezeshkian parle de modération, je prends cela avec beaucoup de pincettes. Mais au final, nous avons affaire à un système qui semble être dans un certain désarroi au plus haut niveau stratégique quant à ce qu'il faut faire et à la direction à prendre à partir de maintenant. Cependant, lorsque j'analyse ce qu'ils font au niveau militaire, je peux voir un système militaire fonctionnel. Je vois quelqu'un donner des ordres, probablement à Téhéran, et des ordres exécutés sur le champ de bataille à Hormuz ou ailleurs. Je vois des ordres donnés, des missiles tirés, des drones lancés. Pour que cela arrive, il faut un système de collecte de renseignements, des communications, une logistique et des forces capables d'exécuter les ordres. Tout cela existe toujours. Donc, lorsque les Américains et certains hommes politiques israéliens parlent, vous savez, d'un chaos total en Iran, ce n'est pas vraiment exact. Il existe un système militaire fonctionnel, certes affaibli, avec moins de mordants et des moyens réduits par rapport à ce qu'ils avaient auparavant, mais il fonctionne toujours.
Oui, c'est comme l'image où l'on marche sur une fourmilière et tout à coup on l'écrase au centre, puis on voit les fourmis se disperser dans toutes les directions. On dirait que l'Iran a été piégé. Je veux dire, tant qu'ils étaient centralisés, Israël et les États-Unis ont éliminé ce noyau central en quelques minutes. Et maintenant, ils se sont organisés de manière décentralisée. Il est beaucoup plus difficile de les arrêter. Donc ma question est la suivante. Si nous avons des commandants du CGRI qui donnent des ordres, des généraux le long du détroit d'Ormuz, tout ce dont ils ont besoin, ce sont des armes qu'ils ont probablement déjà stockées pour menacer les plus grandes voies de navigation du monde entier. Oui. Donc, s'il y a un retour au combat, quelle sera, selon vous, la stratégie des États-Unis pour y faire face, sachant qu'il s'agit d'une menace très difficile, décentralisée, en partie autonome, qui peut essentiellement paralyser le monde entier? Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est ce que nos téléspectateurs veulent surtout entendre. Quelle est la suite? Et si nous revenons au combat, si les Iraniens choisissent d'essayer par une escalade militaire de se libérer de la pression que les Américains exercent efficacement contre l'Iran, il y a la possibilité qu'ils essaient d'utiliser la force. Ils ont identifié ce qu'ils considèrent, je pense, comme le maillon le plus faible, les Émirats arabes unis, et ils ont attaqué leurs ressources pétrolières à Fujairah et dans quelques autres endroits. Les Émirats arabes unis se sont plutôt bien protégés, mais néanmoins, il y a des dégâts. Si les Iraniens essaient d'aller plus loin, alors il y aura probablement une réponse américaine à cela. Si vous regardez la carte affichée, pouvez-vous expliquer où le long du détroit d'Ormuz et comment cela fonctionnerait avec des forces américaines sur place? Oui, je veux dire, Nous avons des forces américaines hors de cette carte, mais on voit surtout la partie ouest à droite, là où il est écrit Émirats arabes unis, juste au-dessus. C'est la pointe du détroit d'Ormuz. Et puis, bien sûr, nous avons vraiment le centre névralgique de la plupart des infrastructures pétrolières et gazières de la région. Bien sûr, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït et pas en couleur. Voici les installations pétrolières iraniennes sur l'île de Kaj qui se trouve dans la partie nord du golfe Persique ou du golfe arabique. Donc, ce que nous voyons ici, c'est l'infrastructure pétrolière et gazière existante qui serait probablement visée. Il est très probable que les Iraniens la cibleraient. Parce que lorsque nous examinons les moyens dont disposent les Iraniens ici, ce qu'ils avaient avant le début de la guerre et ce qu'ils ont actuellement, ils ont attaqué des infrastructures pétrolières, gazières au Moyen-Orient, ainsi que des infrastructures civiles en Israël. Ils ont essayé de frapper des infrastructures pétrolières, gazières et électriques en Israël. Ils ont frappé des infrastructures militaires. ils ont frappé l'oléoduc, n'est-ce pas? Ils ont un oléoduc qui fonctionne plus ou moins. Oui, c'est ça. À ma connaissance, il est actuellement fonctionnel. Ils l'ont frappé, je crois que c'était il y a 3 semaines et demie, presque 4 semaines. À ma connaissance, il a été réparé au moins suffisamment pour permettre l'écoulement. Et tout ce que nous voyons ici, et les infrastructures supplémentaires qui sont liées au pétrole et au gaz, les raffineries, les dépôts de stockage, tout le reste qui fait partie de l'infrastructure très sensible et extrêmement coûteuse qui existe, sera sûrement une cible iranienne. Je pense qu'ils disposent de bons renseignements et ont eu le temps de se préparer. Ce n'est pas une mission surprise. Et je suis sûr que les Iraniens ont déjà la plupart de ces éléments dans leur banque d'objectifs. Donc, je pense qu'il est très probable que les Iraniens vont s'en prendre à cela. La question sera de savoir s'ils pourront dire aux Houthis d'utiliser réellement le deuxième outil d'Apocalypse qu'ils possèdent, qui sera le dernier dont ils disposent, à savoir essayer de fermer le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie le Yémen à la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Érythrée et cette région. Ce sera intéressant à observer parce que jusqu'à présent, pour des raisons qui me sont encore inconnues, et à la plupart des gens aussi, je dirais, ils ont soit décidé de ne pas le faire, soit n'ont pas été en mesure de le faire. Et c'est une grande question de savoir s'ils seront capables ou non de le faire à l'avenir. S'ils agissent ainsi, cela constituera une menace majeure pour le transport maritime international et accentuera la pression sur les exportations de pétrole. Je dirais que, dans tous les cas, le volume du trafic maritime a été considérablement réduit dans la zone de Bab el-Mandeb et dans le canal de Suez à cause de cela. La plupart du trafic contourne l'Afrique par mesure de sécurité. Mais néanmoins, cela serait important. Donc c'est une autre chose, s'en prendre au pétrole et au gaz.
Deuxièmement, essayer de fermer le détroit de Bab el-Mandeb et probablement tenter d'infliger des dégâts aux petits États du Golfe plus faibles. Je m'attendrais à ce qu'ils essaient aussi de frapper Israël, même si heureusement cela n'a pas marché pour les Iraniens. Ils ont très peu de résultats à montrer pour leurs efforts, malgré l'énorme quantité de drones et de missiles qu'ils ont lancés. Et en réponse à cela, les États-Unis et Israël peuvent décider pour la première fois de ne plus prendre de gants, car les deux pays ont jusqu'ici agi avec retenue par choix politique et décision. À quoi cela ressemblerait-il, Jonathan? Au moins 16 000 munitions ont été larguées sur l'Iran. Pour beaucoup de gens, cela ne semble pas évident. Oui, Peut-être pour le monde extérieur, mais à quoi cela ressemblerait-il? donc je veux dire, ce qui a été fait jusqu'à présent concerne des cibles militaires appropriées qui sont exclusivement militaires. Donc, aucune cible à double usage ou très peu de cibles à double usage n'a été frappée. Presque toutes les infrastructures énergétiques, de transport, de communication, d'eau et routière de l'Iran n'ont pas été touchées. C'est un choix politique, une décision, car l'objectif final ici est, bien sûr, d'offrir un avenir meilleur au peuple iranien. Et détruire leurs infrastructures rendrait plus difficile pour le peuple iranien de s'en sortir, de reprendre son pays et d'avoir un avenir prospère. C'est probablement la principale raison pour laquelle les États-Unis et Israël ne l'ont pas fait au début. Cela va probablement changer maintenant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui servent le CGRI, qui soutiennent la logistique du CGRI. Cela fait partie du commandement et du contrôle de la logistique, de l'approvisionnement ou de tout autre effort qui facilite les efforts de guerre de l'Iran. Ils seront pris pour cible. Un autre point, et vous l'avez déjà évoqué, la direction du CGRI. Je pense que je ne surprendrai personne. Et s'ils surveillent la direction du CGRI, je ne pense pas qu'ils se contenteront d'en prendre note parce qu'on en parle. Mais il y aura des efforts importants de la part de toutes les parties impliquées, la CIA, le Mossad, l'armée de l'air israélienne, l'armée de l'air américaine, pour les cibler. Et pour éliminer une troisième génération de dirigeants iraniens en moins de 2 ou 3 mois, ce qui sera important. Et cela continue. Je pense qu'il doit y avoir un travail de renseignement extrêmement intense en ce moment même. Les États-Unis et Israël s'efforcent d'obtenir une connaissance suffisante de la situation et d'être capables, espérons-le, de répéter cela avec un certain niveau de succès. La salve d'ouverture de la guerre lorsque Kamina et une quarantaine d'autres hauts responsables iraniens ont été éliminés. Donc, les dirigeants, les infrastructures et bien sûr le détroit d'Ormuz, je dirais que c'est à part, car cela ne peut pas être limité uniquement à une campagne aérienne. C'est une force qui doit être interarmée sur les plans aériens, terrestres et maritimes, et bien sûr de la guerre électronique, du spectre électromagnétique et bien sûr de moyens de renseignement considérables. C'est une opération militaire que le CENTCOM a la capacité de mener, à laquelle il se prépare depuis un certain temps. Ils ont les renseignements. Ils savent ce qu'il faut faire, mais c'est une mission qui nécessite des ordres présidentiels et que quelqu'un dise « Allez-y, ouvrez le détroit d'Ormuz et assurez-vous que les Iraniens n'aient plus la capacité de gêner le trafic international. » Cela signifie qu'il doit y avoir une volonté de l'Amérique d'accepter d'éventuelles conséquences, comme des pertes humaines, que, bien sûr, nous espérons tous minimes. Mais d'un point de vue militaire, ouvrir le détroit d'Ormuz par la force cinétique est une mission qui sera probablement difficile. D'après ce que je comprends des évaluations, cela prendra quelques semaines à accomplir. Mais comme pour toute autre mission dans cette région, l'Amérique a la puissance de feu, le renseignement et la logistique pour le faire. Il s'agit de choisir de le faire ou pas. Cette semaine, encore une fois, au cours de cette semaine, avant que le président Trump ne dise qu'il y a eu de grands progrès vers un accord, l'un des précédents commentaires sur Truth Social disait qu'il faudrait environ 3 semaines en cas de reprise des combats. En même temps, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a fait des commentaires en disant que, si je ne me trompe pas, je ne cite pas exactement, mais quelque chose dans le genre que les États-Unis n'auront pas besoin d'engager des forces terrestres pour prendre le contrôle d'Ormuz. Donc, cela pourrait encore être de la poudre aux yeux, juste pour brouiller les eaux pour mieux pêcher.
Qu'en pensez-vous? Parce qu'il semble que, comme vous l'avez dit, sans réponse cinétique, vous n'allez pas pouvoir faire ressortir ce qui se passe. Oui, je veux dire, le détroit d'Ormuz, d'après ce que j'en comprends, c'est un défi militaire complexe. Les Iraniens s'y sont bien implantés. Ils ont préparé des infrastructures dans le terrain montagneux, la zone côtière proche du détroit d'Ormuz. Ils ont des positions de tir efficaces et des rampes de lancement de missiles cachées dans des réseaux de grottes dont les ouvertures sont situées à plusieurs kilomètres, ce qui complique leur détection. Et de mon point de vue militaire, c'est une mission qui nécessitera des troupes au sol. Il faudra soit des forces spéciales, soit des Rangers, soit des Marines ou toute force capable d'être parachutée ou de débarquer depuis la mer afin de prendre certaines zones stratégiques. Je ne pense pas que ce soit une mission qui puisse être accomplie uniquement depuis les airs ou depuis la mer si les États-Unis veulent vraiment avoir un très haut niveau de certitude que les Iraniens n'auront aucune capacité de frapper des navires dans la région, ce qu'ils essaieront probablement de faire. Parce que pour que le détroit soit vraiment ouvert, il doit être suffisamment sûr. Pas pour qu'un navire militaire passe avec des systèmes de guerre électroniques et des brouilleurs, mais pour qu'un navire de fret géant, non armé et se déplaçant lentement puisse le faire. Les assureurs doivent se sentir assez en sécurité pour les assurer, ce qui deviendra la référence. Donc, si vous voulez vraiment l'ouvrir et que vous comptez le faire par la force, cela demandera des efforts. Mais encore une fois, les États-Unis en ont la capacité et je pense qu'ils ne le feront pas seuls. S'ils le font, il y aura, selon moi, une implication israélienne en guerre électronique, frappe aérienne, collecte de renseignements et peut-être d'autres moyens. Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, a été interrogé cette semaine sur l'alignement des objectifs des États-Unis et d'Israël. Je ne sais pas si la personne posait la question parce qu'elle savait qu'une déclaration publique des États-Unis allait arriver. Mais Pete Hegseth a dit qu'Israël et les États-Unis pouvaient avoir des objectifs légèrement différents, mais qu'il n'y avait qu'une seule main sur le volant. Donc, je pense qu'il y a deux éléments intéressants là-dedans. Le premier, c'est que nous pouvons avoir des objectifs légèrement différents. Et l'autre, c'est clairement, du moins de leur point de vue, qu'il n'y a qu'une seule personne qui conduit. Je ne sais pas si Israël est vraiment d'accord avec ça sur le long terme, peut-être à court terme. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des objectifs différents ici? Et est-ce qu'Israël commence à devenir un peu nerveux? Je le dis depuis le début. Je pense qu'Israël, nous avons des intérêts en jeu. Les Américains ont, tu sais, des questions de posture stratégique, de projection de puissance. Et leur point de vue, c'est, tu sais, la rivalité stratégique avec la Chine et leur capacité à exercer leur domination dans la région, les marchés pétroliers, l'accès aux ressources, etc. Pour Israël, notre point de vue, c'est que c'est une question de vie ou de mort. C'est la capacité d'Israël à continuer d'exister, à se défendre, à permettre à ses citoyens de vivre une vie normale et en sécurité. Donc, bien sûr, il y a une perspective différente ici. Et bien sûr, ce qui sera suffisant pour les États-Unis en termes de résultats finaux ne sera peut-être pas ce à quoi aspire Israël. Je pense que nos aspirations en tant que pays qui a été la cible de l'agression iranienne pendant si longtemps, que ce soit l'agression directe de l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique, les Houthis, les proxys iraniens en Irak ou en Syrie, ou bien tout cela combiné, notre point de vue est plutôt « débarrassons-nous de ce régime car il a fait tant de mal ». C'est un facteur de déstabilisation majeure dans la région. C'est quelque chose qui a un objectif clair et officiel, à savoir détruire l'État d'Israël. Donc, oui, je pense qu'il y a un fossé ici entre ce qu'Israël cherchera finalement à faire, c'est-à-dire renverser le régime, et de se débarrasser, de nous débarrasser, ainsi que la région, du facteur le plus déstabilisant et menaçant, le régime iranien, alors que les États-Unis peuvent probablement vivre avec un régime existant, affaibli, soumis, sans capacité nucléaire, et qui a dû venir négocier et signer l'accord, nous n'enrichirons pas et remettons le matériel enrichi, ce qui sera probablement suffisant pour que les Américains disent « d'accord, mission accomplie », et ils pourraient le faire avec pas mal de légitimité derrière eux. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute en Israël ou dans la région sur qui prend les décisions. Je pense qu'il est assez clair que le président Trump prend les décisions. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées jusqu'à présent qui ne plaisent pas à Israël. Je pense qu'Israël aurait préféré une autre issue.
Il existe une hiérarchie dans ce domaine avec les États-Unis en tête comme superpuissance mondiale. Et tous ceux qui prétendent, vous savez, qu'Israël dicte sa conduite aux États-Unis, c'est une incompréhension totale de l'équilibre des pouvoirs, entre les États-Unis et Israël. Et je peux donner de très nombreux exemples montrant comment Israël est obligé de se retenir et de limiter ses opérations militaires et la pression contre ses ennemis parce que les États-Unis ont d'autres priorités. Israël a été empêché d'anéantir complètement le Hamas. On a dit à Israël de ne pas continuer à frapper le Hezbollah au Liban, même si notre ennemi est en difficulté. Ils sont à terre. Ils ne sont pas encore vaincus. Mais c'est justement quand votre ennemi est à terre qu'il faut continuer à exercer la pression. On dit à Israël de ne pas le faire. Donc, je pense que la situation est assez claire. Parlons du Liban, puisque vous avez évoqué le Hezbollah et le fait qu'Israël soit en quelque sorte arrêté à la frontière. Israël occupe actuellement, si j'ai bien compris, des positions stratégiques élevées au Liban, surplombant les positions du Hezbollah. Mais le Hezbollah s'adapte. Il y a une guerre de drones très intense. Malheureusement, Israël perd des soldats. Chaque soldat est précieux. Nous n'en perdons pas un très grand nombre, Dieu merci, mais nous subissons des pertes. Où en sommes-nous actuellement? Pouvez-vous résumer la situation actuelle au Liban? Oui, donc ce que Tsahal a fait, et pour moi, cela me semble familier. Je me souviens avoir combattu dans le sud du Liban en tant que jeune soldat, étant positionné dans l'ancienne forteresse croisée de Beaufort, juste de l'autre côté du fleuve Litani, près de la région de Nabatia et d'Arnoun. Donc, ce que nous pouvons voir, c'est une sorte de ligne assez similaire, appelée familièrement la ligne jaune, qui est un déploiement avancé des troupes israéliennes à quelques kilomètres de la frontière. Cette zone est un peu plus grande que ce que Israël avait de 1982 à 2000, un peu plus grande dans certaines régions. Elle s'étend au-delà du fleuve Litani et certaines parties qui n'étaient pas incluses auparavant le sont aujourd'hui. L'essentiel, selon moi, c'est l'action des troupes israéliennes là-bas. Ce n'est pas ce qu'Israël faisait à la fin des années 90, où les troupes israéliennes étaient positionnées dans des forteresses stationnaires et attendaient essentiellement les attaques et simplement essayant de servir de tampon entre les communautés israéliennes et là où se trouvait le Hezbollah. Ce qu'Israël fait maintenant, c'est en fait remodeler le terrain et le paysage et rendre très difficile pour le Hezbollah d'utiliser quoi que ce soit dans cette zone contre les civils israéliens dans un avenir prévisible. Comment cela est-il fait? En détruisant, en démantelant l'infrastructure que nous avons vue de nos propres yeux et que le Hezbollah utilisait contre Israël. Et je fais référence à des maisons qui, pour un œil non averti, un œil qui n'est pas appuyé par du renseignement, ressemblent à des habitations civiles. Il y a des villages entiers, des villages chiites dans le sud du Liban, Achaïb dans le secteur ouest, El-Khayyam dans le secteur est et bien d'autres, toute la zone autour de Metula, Eladez et Kalaya et beaucoup d'autres endroits qui ressemblaient à des villages civils, mais qui étaient des bastions du Hezbollah où presque chaque maison était utilisée par le Hezbollah. Que ce soit pour recueillir des renseignements, organiser des opérations, tirer sur Israël ou avoir des combattants sur le terrain dans un tunnel ou toute combinaison de ces activités, Israël procède actuellement au nettoyage de ces zones, ce qui est crucial pour la suite, sur le plan tactique. Et chaque fois que nos téléspectateurs auront l'occasion de venir en Israël et de voir la frontière nord, je les encourage à le faire parce que ce qui se passe maintenant, c'est que le paysage est en train de changer. Il change pour le mieux du point de vue de la sécurité des Israéliens et maintenant, il va y avoir cette zone tampon plus permanente, même lorsque les forces israéliennes s'en retireront, ce qui rendra difficile pour le Hezbollah d'utiliser les infrastructures civiles libanaises pour attaquer Israël. C'est important, mais ce n'est qu'au niveau tactique. Ce n'est pas un succès stratégique, car le Hezbollah possède des armes qui sont bien sûr capables de frapper bien au-delà des quelques kilomètres que représente une zone tampon. Et ce que nous voyons, c'est une sorte de cessez-le-feu très fluctuant qui reste surtout théorique officiellement aujourd'hui. Il y a un cessez-le-feu entre le Liban et Israël.
En réalité, la dernière fois que les sirènes ont retenti dans le nord d'Israël, c'était il y a exactement 2 heures. Et il y a eu des alertes incessantes et des attaques du Hezbollah avec des drones, des roquettes et des missiles. Comme je l'ai dit, les FDI ont aussi mené des opérations. Les actions majeures n'ont pas lieu. Nous ne frappons pas au Liban. Nous ne frappons pas dans la vallée de la Bekaa. Et les cibles les plus sensibles du Hezbollah ne peuvent actuellement pas être visées conformément aux directives américaines. Et ce que nous avons à Beyrouth et dans d'autres endroits, oui. Et ce que nous avons, c'est une situation où, vous savez, il y a de la bonne volonté, il y a de bonnes intentions du côté libanais et du côté israélien, mais la réalité, c'est que personne ne désarme le Hezbollah. Le gouvernement libanais ne le fait pas, ils en parlent, mais nous ne les voyons pas agir. Et Israël est empêché de déployer davantage de capacités militaires. Maintenant, pour être très honnête et clair, moi, d'un point de vue militaire, je ne pense pas qu'il soit raisonnable de croire que les FDI ont la capacité de désarmer le Hezbollah, de démanteler le Hezbollah, de le vaincre militairement dans la situation actuelle. Ce serait une tâche qui prendrait probablement des années et qui nécessiterait beaucoup de ressources, et je ne suis pas sûr qu'Israël veuille s'y consacrer actuellement. Ce qui me semble toutefois possible et qui devrait être mis en place, c'est une stratégie conjointe, dans laquelle les États-Unis, l'État du Liban, Israël et peut-être quelques autres acteurs régionaux comme les Émirats arabes unis, peut-être les Saoudiens, voire même les Syriens, unissent leurs forces et se concentrent sur l'affaiblissement de cette cellule cancéreuse au Liban, appelée Hezbollah, et l'affaiblir en utilisant des moyens militaires, la pression israélienne, une certaine pression libanaise. Ils ont une capacité limitée à le faire. Mais ce qui peut être visé là-bas, c'est l'infrastructure économique du Hezbollah. Ils ont un système séparé, un système financier séparé au Liban qui est distinct du système financier libanais. Il soutient les partisans du Hezbollah, les chiites du sud et partout où vivent les chiites. Ils ont une banque spéciale, Card al-Hassan, et quelques autres institutions financières. Ils ont des stations-service, ils ont des supermarchés. Pourquoi cela n'a-t-il pas été frappé, Jonathan? Une partie a été frappée. Je veux dire, l'armée israélienne a ciblé des dépôts d'argent et d'or dans la Daïa. Nous l'avons fait au début de la guerre quand Hassan Nasrallah était encore en vie. Je me souviens qu'on l'a même publié un peu comme, vous savez, une chasse à l'or où l'armée israélienne informait les habitants de la Daïa de l'endroit exact où le Hezbollah cachait son or et son argent, sous quel bâtiment. Et vous savez, on voulait voir ce qui se passerait et combien de gens essaieraient vraiment d'y aller pour s'en emparer. Mais c'était la ruée vers l'or libanaise. Oui, la ruée vers l'or libanaise, l'Eldorado. Mais les infrastructures n'ont pas encore été suffisamment touchées économiquement. Il y a eu des dégâts matériels, mais l'infrastructure existe. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel Israël, l'État libanais et les États-Unis devraient se concentrer pour affaiblir la capacité du Hezbollah à continuer de bénéficier du soutien de la population, à affaiblir leur capacité à continuer de payer les salaires de leurs combattants, à affaiblir leur capacité à maintenir ce réseau séparé et isolé. Ce réseau fournit du carburant, du gaz, des services médicaux, des écoles et de l'argent à une population qui, en recevant ces services, reste loyale au Hezbollah et continue de les soutenir. Cela doit être affaibli et il faut une approche patiente et à long terme qui exerce une pression de toutes parts, dans le but d'affaiblir progressivement le Hezbollah à un point tel que les forces armées libanaises, le gouvernement libanais, puissent intervenir et faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire désarmer le Hezbollah. Sans faire un nombre de victimes supérieur au seuil qu'ils sont capables de gérer, seuil qui, à mon avis, n'est pas très élevé. Cela doit être un nombre très faible et gérable. Comment y parvenir? En affaiblissant fortement le Hezbollah avant. Je crois que c'est réalisable. Je pense que c'est un objectif réaliste que l'État d'Israël, l'État du Liban, avec l'aide des États-Unis et de quelques autres partenaires, peuvent essayer d'atteindre. Et je pense que c'est quelque chose dont Israël et le Liban bénéficieraient énormément. Et j'espère que nous verrons cela.
Mais le problème, c'est que les organisations et régimes terroristes ont une vision à long terme. Ils pensent et planifient sur la durée. Ils ne se préoccupent pas des cycles électoraux, de la popularité ou des taux d'approbation. Ils pensent à long terme. Et ce que nous devons faire de notre côté, les gentils, c'est aussi penser à long terme et remettre nos priorités en ordre. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde le Liban, Israël, la région, c'est maintenant une belle opportunité de vraiment défaire le plus grand et le plus important proxy iranien jamais construit. Le régime iranien est à son point le plus faible. Le Hezbollah est à son point le plus faible. C'est le moment. Il n'y aura probablement jamais de meilleure opportunité pour le gouvernement libanais de reprendre le contrôle du pays. Il bénéficie d'une aide unique. Les États-Unis, Israël, peut-être les Émiratis et d'autres qui sont prêts à aider. Ce qu'ils doivent faire, c'est saisir l'occasion. Le Premier ministre et le ministre de la Défense, Israël Katz, ont été très très clairs sur le fait qu'ils allaient essayer, dès que cela se termine, d'éliminer la menace. Si je vous comprends bien, ce serait très difficile sans que les États-Unis fournissent leur soutien. Il est difficile d'imaginer un président américain plus favorable à Israël que Trump, et il est peu probable qu'il y en ait un jour. Il tente actuellement de convaincre le peuple américain de l'importance de l'Iran. Je doute qu'on puisse les convaincre de l'importance du Liban. Ils pourraient aider Israël. Mais Israël, tu ne penses pas qu'Israël a la capacité, s'il y va à fond et est prêt à en payer le prix, qu'on pourrait pousser le Hezbollah à bout, frapper ses institutions financières, viser les stations-service, éliminer toutes les sources de revenus qu'ils obtiennent et les pousser suffisamment pour que le gouvernement libanais intervienne? Non, pas avec des moyens cinétiques. Israël peut causer beaucoup de dégâts et frapper le Hezbollah durement. Il peut infliger de lourds dégâts au commandant du Hezbollah et à sa structure. Nous en avons déjà tué plusieurs milliers. Nos courageux combattants, les FDI et l'armée de l'air israélienne, sur le terrain lors de combats rapprochés dans des tunnels et par d'autres moyens, ont déjà été très efficaces contre le Hezbollah, ce qui est remarquable. Mais les succès militaires, à mon avis, ne vous mènent pas très loin. Et le Hezbollah, tant qu'il bénéficie du soutien de la population chiite, tant qu'il dispose de la structure, de l'infrastructure qui lui permet d'exister comme un État dans l'État, ils pourront, vous savez, se montrer plus prudents et, vous savez, adopter une posture plus défensive sans être trop exposés. Ils attendront que la pression diminue, puis ils pourront réapparaître. Et ça, vous savez, c'est quelque chose que nous avons déjà vu des organisations terroristes faire par le passé. Les organisations terroristes sont très douées pour se replier. Et puis, lorsque la situation s'améliore, elles s'étendent à nouveau, recrutent plus de personnes, réapparaissent victorieuses et prétendent que ce puissant État-nation a essayé de nous vaincre. Mais nous sommes toujours là. C'est un bon argument pour le recrutement, et cela doit être empêché. Donc, selon moi, une pression globale, c'est-à-dire militaire, économique, politique, sociale, c'est la voie à suivre. Et je pense que nous verrons des combats contre le Hezbollah pendant encore plusieurs mois à venir. L'intensité n'est peut-être pas celle voulue, mais des efforts continueront selon moi. Et en ce qui concerne ce que le monde en pense, ce que l'Amérique en pense, je pense qu'ici, Israël aura plus de liberté de mouvement. Parce que le Liban, contrairement à l'Iran, n'affecte pas les prix mondiaux du pétrole, où cela n'aura pas vraiment d'effet sur le prix de l'essence à la pompe pour les Américains. Et donc, je pense qu'Israël aura plus de capacité à le faire. Et aussi, je pense que les Européens, les Arabes de la région, beaucoup de gens comprennent ce qu'est le Hezbollah et à quel point ils sont néfastes pour le Liban et pour la région. Par conséquent, il y aura une volonté ou au moins moins d'interférences pour qu'Israël puisse réellement aider à accomplir la tâche. L'un des aspects qui évolue le plus rapidement dans la guerre entre nous et le Liban, c'est la guerre des drones. Et nous l'avons vu progresser à travers plusieurs étapes. C'est comme passer de l'iPhone 1 à l'iPhone X en très très peu de temps. Et maintenant, nous parlons de drones à fibre optique. Jonathan, peux-tu retracer l'évolution de l'usage des drones, expliquer pourquoi on en avait besoin, pourquoi on parle aujourd'hui de drones à fibre optique employés par les deux camps et leur dangerosité? Oui, donc je veux dire,
Il s'est passé tellement de choses et il y a eu tellement de développement technologique dans l'utilisation et l'application de la technologie civile et du jeu vidéo dans des scénarios militaires. Beaucoup de choses se sont passées dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les deux camps ont vraiment utilisé la technologie et ont fait preuve de beaucoup de créativité pour l'appliquer à des fins militaires. Je dirais que les Ukrainiens l'ont probablement fait mieux, plus rapidement et avec plus d'efficacité que les Russes, et je pense qu'en tant que force plus petite, ils ont réussi à exercer beaucoup d'influence sur les Russes. Et bien sûr, tout ce qui se passe sur un champ de bataille est généralement observé, copié ou amélioré sur d'autres champs de bataille. Donc, ce que nous voyons, c'est Israël et le Hezbollah utilisant de nouveaux outils qui sont disponibles, peu coûteux, rapides, évolutifs et efficaces sur le champ de bataille. En tant qu'arme, vous savez, il y a un aspect psychologique très important lié à ces drones, parce que cela donne vraiment à une personne au sol, qu'il s'agisse d'un soldat de Tsahal ou d'un terroriste du Hezbollah, le sentiment d'être menacé, ou qu'il soit conscient qu'il peut être ciblé à tout moment lorsqu'il est dehors, à découvert ou dans un véhicule non blindé. Et ça, vous savez, c'est un état d'esprit difficile à avoir. Ce que nous voyons en termes de technologie, ce sont ces drones qui utilisent la fibre optique comme moyen de les contrôler, ce qui les rend presque impossibles à brouiller, intercepter ou perturber. Pouvez-vous expliquer cela? C'est-à-dire qu'un drone normal, j'ai ma petite télécommande et mon DJI s'envole dans les airs et s'éloigne de moi. Oui. Donc ça, c'est basé sur la radio. C'est la radio. C'est la radio. Et la radio fonctionne. Et les ondes radio peuvent être brouillées et elles le sont. Et un tel drone peut, vous savez, être pris sous contrôle relativement facilement et être écrasé au sol. Et alors, il ne représente plus une menace. Et même le Hezbollah possède cette technologie pour brouiller et, dans une certaine mesure, Pas du tout au même niveau, vous savez, que ce qu'Israël et d'autres pays possèdent. Mais oui, ils ont aussi cette capacité. Et la fibre optique, c'est simplement quelque chose de très, très fin. Imaginez quelque chose comme un cheveu, peut-être un peu plus large qu'un cheveu en termes de diamètre, bien sûr, beaucoup plus résistant. C'est dans une petite capsule sous le drone, très légère, et c'est conçu de façon à ce que la fibre se déroule simplement depuis le drone. Et elle relie la télécommande et le drone pendant qu'il est en l'air. c'est comme une bobine de fil, presque comme un cerf-volant ou une ficelle attachée. Une ficelle qui y est attachée, qui transfère l'information extrêmement rapidement d'une manière qu'on ne peut pas perturber de l'extérieur. Ce ne sont pas des ondes radio. Et pour l'affecter, il faut effectivement la couper, ce qui est très difficile à faire pendant qu'elle vole. Ces drones sont très agiles, très rapides et capables de voler à haute altitude. Je veux dire, ce ne sont pas des drones stratégiques, mais on peut les faire voler relativement haut au-dessus du sol et ensuite dans des zones extrêmement étroites, ils sont très maniables et réagissent très rapidement. Et avec des opérateurs qui ont les compétences et la formation nécessaires, on peut toucher des cibles mobiles, deux terroristes assis sur une moto, roulant à pleine vitesse et essayant de s'échapper. Ils seront pris pour cible s'ils sont à découvert, et nous avons vu Tsahal réussir à le faire il y a seulement quelques jours. Et malheureusement, nous avons vu le Hezbollah utiliser des drones similaires contre des soldats israéliens qui tentaient d'évacuer des blessés en visant un hélicoptère. Nous les avons vus attaquer des chars Merkava, des jeeps, des infrastructures et des lieux où des soldats israéliens sont dans des maisons. Tout cela se passe actuellement. Donc c'est une arme qui, vous savez, ce n'est pas surprenant. Nous en parlons depuis longtemps. Toute personne qui s'intéresse aux affaires militaires a vu et reconnu l'importance croissante des appareils pilotés à distance, des véhicules, que ce soit dans les airs, en mer ou sous terre. C'est vraiment une tendance très forte. Et ce que nous voyons maintenant, c'est que les deux camps les utilisent de manière relativement efficace. Israël a utilisé des drones de manière très efficace sous terre afin de nettoyer les infrastructures souterraines du Hamas et du Hezbollah et de rechercher des pièges explosifs. Et vous savez, avant d'envoyer un chien ou des soldats israéliens sous terre, nous vérifions soigneusement avec des drones. Nous avons pu les utiliser pour éliminer des terroristes.
et il y a beaucoup de vidéos qui circulent. C'est toujours agréable de voir les FDI utiliser de nouvelles technologies et montrer leurs actions sur le champ de bataille. Et malheureusement, nous avons aussi vu le Hezbollah faire un usage efficace de ces armes. Et je pense que c'est quelque chose que nous allons continuer à voir s'intensifier jusqu'à ce qu'un des camps, je parierais sur Israël, soit capable de trouver une solution technologique qui annule la capacité de l'autre camp à utiliser cette arme. C'est toujours le même cycle. Il y a toujours cette compétition entre l'attaquant et le défenseur, entre l'ogive et le blindage. Je souhaite maintenant que nous allions vers le sud et entrions dans Gaza. Donc, depuis plusieurs mois maintenant, Israël est de nouveau arrêté à une autre ligne jaune dans la bande de Gaza. Toi et moi connaissons bien Gaza. Tu connais le Liban mieux que presque tous ceux que j'ai rencontrés. Les troupes israéliennes sont à la ligne jaune à Gaza et un conseil de paix a été créé par le président Trump. Je ne sais pas qui le dirige actuellement. Il y a, en ce qui concerne le chef populaire, un chef technique du conseil de paix. Mais nous avons entendu, même dans un document qui a fuité ce matin dans le Times of Israel qui apparemment disait cela, le chef du Conseil de la paix a déclaré que si Hamas n'accepte pas de se désarmer dans un avenir très proche, selon ce rapport, il ne pourra pas dire à Israël de continuer à s'abstenir de mener des offensives contre Hamas. Pouvez-vous simplement décrire, encore une fois, la situation actuelle à Gaza et comment cela risque-t-il d'évoluer si Hamas ne se désarme pas? Donc, la résolution du Conseil de sécurité, je crois que c'était la 2803, si je ne me trompe pas, qui est la version internationale officielle du plan de paix de Trump, 20 points. Mais plus précisément, le premier point est que la bande de Gaza sera démilitarisée et déradicalisée. C'est la première mesure à prendre. Démilitariser signifie que le Hamas sera privé de ses armes. Ils déposeront leurs armes et ils renonceront au contrôle de la bande de Gaza. Nous en sommes toujours à ce point. Vous savez, je suis extrêmement heureux que nos otages soient de retour à la maison. Je serai éternellement reconnaissant pour l'implication personnelle du président, de son équipe de négociation, pour le fait qu'ils aient réussi cet acte miraculeux de ramener tous nos otages à la maison, tous ceux qui étaient vivants, tous ceux qui ont été assassinés. Et pour la première fois depuis 2014, il n'y a plus d'Israéliens dans la bande de Gaza. Et c'est un accomplissement phénoménal dont je pense que pour toujours, nous, en tant que peuple juif, nous souviendrons et remercierons le président Trump et son équipe. C'est un accomplissement majeur. Mais à part cela, quand on regarde la réalité sur le terrain, nous avons le plan Trump qui, sur le papier, est tout à fait acceptable. Vous savez, c'est quelque chose avec lequel, je pense, Israël pourrait vivre. Ce serait formidable pour les habitants de Gaza, ce serait formidable pour la région. Cela les mettrait sur une voie différente, une trajectoire différente de prospérité et d'avenir prometteur. Mais la condition, et tout dépend du fait que le Hamas soit désarmé, et le chef du Conseil de la paix, Nikolai Mladinov, un diplomate et homme politique très chevronné, était ici lors de son précédent mandat en tant que coordinateur spécial de l'ONU. Un cas rare d'un responsable nommé par l'ONU qui était réellement respecté par les deux parties, par Israël et par les Arabes, et qui était considéré comme efficace. C'est un homme qui comprend, qui saisit les dynamiques de la région. Et je pense que s'il a dit cela, même si nous ne l'avons pas entendu le dire, mais s'il l'a vraiment dit, je pense que c'est une évaluation très lucide. Il est évident que tant que le Hamas possède des armes, il n'y aura pas de progrès possible. Personne ne déblayera les décombres, il n'y aura pas de reconstruction, il n'y aura pas de logement alternatif. Rien de bon n'arrivera tant que le Hamas continue d'opprimer ce qui reste de la bande de Gaza et les personnes qui y vivent. C'est donc la condition préalable. Tout dépend de cela. Et c'est bien que ce soit maintenant dit ouvertement, parce que beaucoup de gens, vous savez, pensaient il y a environ 6 mois ou un peu plus, quand l'accord a été conclu que « oh non, tout allait bien ». Maintenant, il va y avoir la paix et, vous savez, un conflit a été résolu. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas si simple, et nous sommes toujours au point de départ. Et le Hamas l'a dit très clairement, ils l'ont déclaré officiellement la semaine dernière, vous savez, ils y ont réfléchi, ils disent, je paraphrase, et nous n'allons pas nous désarmer. Nous allons rester maîtres de la bande de Gaza, et cela laisse les habitants de Gaza dans la misère. Cela laisse la bande de Gaza sous l'occupation du Hamas.
Cela laisse la bande de Gaza dans des conditions humanitaires horribles. Et toute personne qui se soucie du sort des gens là-bas devrait concentrer son énergie sur une seule chose et rien d'autre: se débarrasser du Hamas. Dès que cela arrivera, alors il y aura la possibilité qu'une succession d'événements positifs se produisent pour que Gaza soit déradicalisé, pour qu'un autre type de gouvernement soit instauré, pour que la reconstruction soit réalisée, pour la formation professionnelle, pour un système éducatif différent, pour que l'UNRWA soit dissoute et expulsée de Gaza, puis pour qu'un autre système éducatif soit mis en place. Ainsi, les Gazaouis pourront se concentrer sur leur prospérité future et non sur la destruction d'Israël comme objectif principal dans la vie. Beaucoup de choses positives se produiront. Aucune de ces choses n'arrivera si le Hamas n'est pas désarmé. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Les troupes israéliennes sont déployées dans la bande de Gaza, démantelant couche après couche, tunnel après tunnel. Le Hamas a passé tant d'années et utilisé une grande partie de l'aide étrangère fournie à la bande de Gaza pour construire une infrastructure militaire qui est démantelée chaque jour par les troupes israéliennes. Mais au final, le constat est malheureusement pessimiste. Si le Hamas n'est pas prêt à se désarmer et que personne ne les y oblige, la bande de Gaza revient à la case départ. Israël sera donc contraint de le faire. Ce qui le rend très probable, oui. Jonathan, je tiens à te remercier. Avec toi, c'est toujours un voyage. J'ai l'impression qu'on monte dans un véhicule de surveillance aérienne. On vole jusqu'en Iran. On survole le détroit d'Ormuz, on retourne au Liban, puis à Gaza. Tu as une compréhension incroyable du Moyen-Orient. Je veux simplement dire à nos téléspectateurs, en tant que porte-parole de l'État d'Israël, Jonathan, que ta clarté est un cadeau pour le peuple juif. Merci de nous avoir rejoints. Merci, vraiment. Nous te ferons toujours revenir aussi souvent que possible. Pas besoin d'être forcé, je suis heureux à chaque occasion. Et je pense que JNS fait un excellent travail en fournissant des informations à ceux qui veulent comprendre les complexités, les aspects positifs, négatifs et les plus sombres d'Israël. Sans édulcorer quoi que ce soit de ce que fait Israël ou Tsahal, mais en permettant vraiment de mieux comprendre la réalité, ce dont les consommateurs des grands médias en Occident sont souvent privés. Si vous ne vous fiez qu'aux grands médias, votre compréhension de la situation sur le terrain sera biaisée. Que ce soit l'Iran, Gaza, le Liban, la Judée-Samarie ou la politique israélienne, votre compréhension sera biaisée. Et ce que je suggère aux gens, c'est d'avoir toujours une variété de sources d'informations, y compris JNS TV, ainsi que d'autres sources qui offrent une perspective beaucoup plus claire sur ce qui se passe sur le terrain. Et je suis toujours heureux d'avoir l'opportunité d'être ici. Merci. Doug, merci mon ami.